Bonjour madame. Bonjour. Vous appelez comment? Moi c'est Modestine Etoyi. Je suis chargée de programme ici à Old DRC. C'est quoi Old DRC? Old est une organisation des Congolais qui existe déjà depuis il y a 2 ans. Nous dénommons Old, c'est que Humanitarian Organization for Lasting Development. Et nous sommes présentement au Nord Kivu et au Maniema. Notre vision ou mission, nous voulons contribuer au développement de notre pays à travers les actions de santé et relèvement communautaire. Nous avons commencé, comme j'ai dit, il y a 2 ans, avec 3 types de projets. L'un qu'on appelle Réussir ensemble, là on encadre, on accompagne les filles, mères, mais aussi les autres femmes vulnérables qu'on essaie d'intégrer pour éviter la stigmatisation. Nous avons eu à travailler aussi dans un projet d'accompagnement des déplacés par rapport à WASH. Et on a travaillé aussi sur le MMR, maternité à moindre risque. Et dans tous les projets là que j'ai parlé, nous utilisons ou nous travaillons avec les filles mères que nous avions accompagnées dans nos programmes de Réussir ensemble. C'est que ce sont elles qui deviennent des acteurs de développement dans la communauté. Et quand vous parlez de filles mères, vous prenez n'importe quelle fille mère, c'est quelle catégorie de filles mères? Nous prenons des filles mères vulnérables qui ont un degré de vulnérabilité très avancé par rapport aux autres, notamment celles qui sont rejetées par leur famille, par la communauté, celles qui se sentent abandonnées, qui ne sentent pas l'affection de leur famille et celles qui veulent aller de l'avant. Et comment faites-vous le recruter? Nous procédons par l'identification à travers les églises. Nous utilisons les églises et les communautés de base, locales de base, que nous visitons et on présente notre projet. Et elles connaissent très bien les vulnérables dans leur communauté et ils informent et réfèrent ici chez nous. Et quand vous dites vulnérable, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement, précisément? Les indices de vulnérabilité définis. Par exemple, pour les filles mères, nous voyons leur niveau socio-économique. Nous avons un tas de questions que nous demandons. Revenus mensuels au niveau des ménages, si tu as un travail, niveau d'études, si l'enfant est accepté par son papa. Parce que si l'enfant est accepté, c'est qu'il y a quand même un peu d'accompagnement. Nous essayons de regarder si elle connaît quelque chose pour se débrouiller dans la vie. Alors ce sont là les indicateurs qui nous aident à déterminer et dire non, on peut accompagner celle-ci. Et tout à l'heure, vous aviez dit que vous accompagnez les jeunes filles qui sont rejetées, abandonnées par leur famille, la société, la communauté dans laquelle elles vivent. Et pourquoi elles seraient abandonnées par leur famille, par exemple? Par rapport à notre communauté ici, non seulement au Nord Kivu, mais au Congo, une fois si une fille parvient à être engrossée en étant à la maison, c'est vraiment un délit. On dit que tu as causé la honte, tu es la honte de la famille et tes parents, propres parents, tes frères et sœurs vont te rejeter. Ils vont parler des choses, voire même te chasser de la maison et te demander d'aller rejoindre ton partenaire. Et des fois, la fille n'est pas la bienvenue là où elle va. Et sa belle famille va maltraiter la fille. Le garçon, peut-être parce qu'il est frustré ou parce qu'il a fait ça seulement pour s'amuser, ne pensait pas que ça va aller au-delà d'avoir un enfant. Il va rejeter la responsabilité. Alors la fille se retrouve seule, abandonnée. Si elle était à l'école, on va chasser la fille. Si elle doit aller chez son oncle, l'oncle va dire, mais moi je ne veux pas aussi recevoir les bêtises, je ne veux pas encourager les bêtises, par conséquent tu dois rentrer. Alors par rapport à ça, est-ce que parmi les filles que vous accueillez, il y en a-t-elle qui... Il y a vraiment des survivants de violences sexuelles. Notre constitution au code de la famille
ça dit que s'il y a relation sexuelle avec un mineur de 0 à 18 ans, c'est qu'il y a viol. Mais malheureusement, parmi nos filles, il y a de ceux-là pour qui il y a eu consentement quand même. Les premiers copains, ils passent avec lui à l'acte sexuel. Mais comme notre constitution le dit, ça, on prend pour viol. Parce que la fille n'était pas en âge de décider de sa vie. Et parmi nos filles, si on prend 10, on ne peut pas manquer 6 qui vont te dire, d'abord l'âge, j'avais connu l'homme à l'âge de 13, 12, 14, 15, 17 ans. J'ai accouché à l'âge de 15 ans. Mais il y a de cela, et c'est très lamentable parce que les taux de violence au niveau des ménages, c'est qu'avec les conditions socio-économiques de la population ici, on est obligé de vivre avec les cousins, les oncles, les paternels, les maternels. Et ce monsieur-là abuse des enfants dans la maison. Où l'enfant quitte chez ses parents pour aller vivre chez sa tante, c'est la tante qui va scolariser, qui a des moyens. Et les enfants de la tante abusent de l'enfant. Il y a aussi ce problème qui est vraiment à soulever, mais qu'on essaie d'étouffer au niveau des familles malheureusement. Si c'est l'oncle qui a fait ça, on va dire à la fille, c'est toi qui as commis l'erreur. Tu devrais refuser, tu devrais crier, tu devrais faire ceci et cela. Alors, c'est vraiment important ce que vous dites là parce que, et j'aimerais que vous puissiez aussi expliquer ça à la population, que les violences sexuelles ne sont pas seulement liées à la guerre. Ou à la... Comme je l'ai dit, sur 10 filles, on peut retrouver 6 qui vont te dire soit l'âge, soit on m'a pris de force. Et cela, ce n'est pas les militaires. Pour le moment, c'est vrai l'histoire des viols, violences sexuelles, on a commencé à parler quand il y a eu des rébellions dans la région. Mais pour le moment, on oubliait, c'est qu'on ignorait, on ne voulait pas parler de ça. On étouffait au niveau des familles et ce n'était pas... C'était géré dans la famille. Mais maintenant, avec l'histoire là des violences sexuelles, commises par les rebelles, on a maintenant compris, le message est passé que prendre une femme de force, c'est mauvais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à identifier les autres formes de violences sexuelles qui se font malheureusement au sein des familles. Mais alors par rapport à comme les violences sexuelles commises... Les statistiques qu'on a données la fois passée qu'on était en réunion, je ne me rappelle pas exactement du nombre, du chiffre, mais on a trouvé que les violences faites par les militaires, les hommes en armes, a baissé par rapport à celles qui sont commises dans la communauté. Oui. C'est que ça a augmenté sensiblement. Peut-être que ça n'a pas augmenté, c'est parce qu'on commence à parler de ça. On commence à dénoncer, on commence à montrer que c'est mauvais. On dit aussi que généralement, en fait, beaucoup de violences faites à domicile sont commises aussi par des ex-combattants, qui sont désarmés. Pas vraiment. Il n'y a pas que les civils qui font. C'est vrai avec le système de démobilisation qui n'est pas bien accompagné. Ces jeunes-là qui n'ont pas suivi des séances d'intégration parviennent quand même à commettre des actes de viol ou de barbarie. Mais moi, j'aimerais qu'on essaie d'insister sur ce qui se font dans nos ménages. Mais parce que moi, je me dis s'il faut insister. C'est comme si, quelque part, vous minimisez les violences qui ont été... Parce que ça, c'était, pour les hommes en armes, c'était l'acte, comment on appelle ça? C'était arme de guerre. Abuser d'une femme pour... Arme de guerre, on ne peut pas l'accepter. Oui, on ne peut pas accepter ça. Par contre, les sexuelles faites à domicile sont influencées également par la tradition. Pas la tradition, moi je crois que c'est par la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est pas province aussi, hein, parce que dans d'autres provinces, on peut parler des cultures, on peut parler de d'autres provinces. En tout cas, par rapport à la culture, je crois que ce n'est pas... La culture essaie seulement d'étouffer et dit tu ne peux pas dire que c'est ton oncle. L'enfant ne peut pas savoir que son père, c'est son oncle. C'est que toi, tu dois rester avec ça. Dis à l'enfant que son père était parti, je ne sais pas où. Mais ce que les hommes en armes font, ça c'est très mauvais. J'ai travaillé avec Heal Africa pendant 5 ans. Et là, j'ai compris ce que c'est violer une femme
si un homme se pointe devant toi avec l'arme, et il fait ça devant tes enfants, devant ta famille, c'est vraiment c'est très mauvais, mais on ne peut pas non plus minimiser ce qui se font au sein des ménages. En parlant de la prise en charge, comment arrivez-vous à prendre en charge ces femmes qui vous approchent par rapport à leur situation? Comment vous faites? Vous les écoutez, vous les éduquez, vous leur donnez à manger? Qu'est-ce que vous faites? Oui, nous faisons beaucoup pour amener une jeune fille à s'auto-prendre en charge dans la vie. Nous commençons par l'identification et nous faisons les écoutes pour comprendre ce que veut la fille, ce qui s'est passé dans sa vie et l'aider à prendre une décision pour le lendemain, pour son enfant. Qu'elle soit consciente que ok, c'est arrivé, mais je ne dois pas me laisser abattre, je dois me battre pour moi-même et pour mon enfant et pour mon pays. Donc c'est un travail de psychologie. L'accompagnement psychosocial avec les conseillères qui sont là, avec les maîtresses, formatrices, qui sont là chaque jour en train d'accompagner, de prodiguer des conseils. Nous organisons, oui. Oui. Ici chez nous, on a appelé des psychologues qui forment des conseillères. Oui. Et tout à l'heure, en entrant là, on a été reçus par un groupe de mignons petits-enfants. Oui. Si vous pouvez nous en dire plus, qui sont ces petits-enfants? Les petits-enfants que nous avons ici sont les enfants de nos filles qui viennent ici en formation. C'est que pendant la formation, que l'enfant soit avec sa maman, en train de déranger, parce que l'enfant doit jouer, doit s'amuser, mais en salle de classe, ça ne peut pas marcher. Alors on avait créé l'espace là, pour que quand la fille arrive, elle dépose l'enfant et elle part dans sa classe et l'enfant est bien accompagné. Elle apprend, l'enfant apprend quelque chose pour préparer sa scolarisation normale. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas de moyens, qui ont 3 ans, 4 ans, qui devraient normalement être à l'école. Mais au lieu de laisser l'enfant dans le quartier, c'est mieux qu'elle soit ici, en sécurité. Et nous leur donnons un appui nutritionnel, supplément nutritionnel, parce que nous avions des cas de malnutrition dans les temps. Et on prend cet indicateur-là à l'arrivée et aux sorties pour évaluer si ça a marché. Nous leur offrons notre amour. Nous encourageons leur maman à s'occuper d'eux. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne veulent pas de leurs enfants. Il y a des enfants qui ne... Pourquoi ils ne veulent pas de leurs enfants? Si c'était un acte de viol et qu'elle n'arrive pas à comprendre, elle rejette l'enfant. Nous avons un cas d'une fille qui n'aime pas venir même avec son enfant ici. Elle dit, moi je ne me sens pas bien de venir avec elle ici, avec mon enfant, parce que je ne veux pas, je ne veux pas de lui, c'est ma maman qui s'occupe de mon enfant. Alors progressivement, elle commence à venir avec elle, avec les conseils, elle commence à venir avec son enfant. Et pour nous, c'est un succès. Si seulement elle peut... Pardon. De tous les enfants que vous avez ici, combien sont issus des actes sexuels forcés? Ah, là, je ne peux pas, je n'ai pas le chiffre. Non, mais par rapport au témoignage que vous avez reçu de leurs parents, j'ai été violée, oui. J'ai attrapé la grossesse, combien d'enfants? Je ne vais pas mentir, je dois vérifier dans notre registre. Alors tout à l'heure, vous aviez dit que les enfants qui viennent, vous les accompagnez et vous leur donnez quelque chose pour les préparer. Bon, ce n'est pas très particulier, c'est qu'on a essayé de concevoir un programme pour les enfants qui peuvent parler. Comment l'enfant peut arriver à faire le griffonnage, à se présenter. Donc c'est pas une école maternelle? Non, c'est pas une école maternelle. Et pourquoi vous ne faites pas une école maternelle? Parce que l'âge, nous avons des bébés, des enfants d'1 année, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Mais il y a des programmes scolaires de pré-maternelle comme ça où on commence déjà à apprendre aux enfants. Est-ce que vous aviez déjà pensé peut-être à faire ça? Parce que si les enfants viennent ici tous les jours pendant... C'est vrai que peut-être 6 mois. 6 mois seulement, mais on peut peut-être avoir un programme. Oui, on avait conçu juste un petit programme pour que l'enfant, quand l'enfant intègre l'espace, que l'enfant soit en mesure de parler de lui-même, de savoir la composition d'une famille, papa, maman et les cousins, les oncles,
mais aussi que l'enfant récite. Les enfants apprennent à réciter, des récitations, à griffonner, comment dessiner papa. Ça les aide beaucoup plus à entrer dans le monde extérieur. Hein? Parler de ce que les enfants pensent ne les aiment pas. Mais si l'enfant peut parler de papa, maman, au retour, l'enfant rentre et demande à sa grand-mère. On nous a dit qu'il y a la famille composée de papa, maman, les enfants, que l'enfant essaie de parler et ça va l'aider à comprendre. Quand on lui dira que non, toi tu n'as pas une famille, seulement parce que ton papa, ça s'est passé comme ça. Et quand les jeunes filles viennent, bien évidemment, le premier jour, c'est pas évident pour elles, parce qu'il y en a sûrement qui n'ont pas confiance. Elles utilisent elles-mêmes. Normalement, on n'a pas engagé quelqu'un. On essaie d'amener les mamans à participer. Nous avons une institutrice, mais qui se fait aider par les mamans qui se regroupent en groupe. C'est que chaque jour, il y a 3 parmi elles qui accompagnent la formatrice. Quand elles accompagnent, là, elles ne vont pas dans leur... Bon, c'est pas être permanent là-bas. Par exemple, pour préparer la bouillie, celles de l'art culinaire font ça. Pour amener, parce qu'il y a des pauses, les enfants doivent aller jouer. Et aussi, la femme est là avec les enfants pour jouer. C'est qu'on essaie de créer un climat là où elles participent elles aussi à l'éducation de leurs enfants. Quelles sont les causes qui poussent réellement les femmes, en fait, les jeunes filles à amener leurs enfants ici? Parce qu'elles sont pas orphelines? Non, les causes, c'est qu'il y a des problèmes socio-économiques, comme je l'ai dit. Il y a les problèmes des rejet dans la famille. La grand-mère dit, moi je ne peux pas garder ton enfant. Tu dois aller. Si tu vas quelque part, pas avec ton enfant. Personne ne touche l'enfant. Nous avons ce genre de cas où la fille te dit, maman, je me lave avec mon enfant. Bien que mon enfant a maintenant 2 ans, mais je ne peux pas lui laisser, sinon on va les taper, sinon on va les... Alors, je me promène avec mon bébé partout où je vais. Alors, elle n'a pas où laisser l'enfant dans les quartiers. Et pour ceux-là qui peuvent laisser les enfants, elle n'est pas rassurée. Ici, chez nous, il y a pour le moment des cas de vol d'enfants. Elle peut laisser l'enfant là-bas en étant ici. Au retour, on lui dit, on ne sait pas là où se trouve ton enfant. C'est un problème socio-économique qui fait à ce qu'elle est obligée de se promener d'abord avec son enfant. Mais aussi, il n'y a pas à manger. À la maison, il n'y a personne qui va s'occuper pour nous. Mais ici, il y a quand même quelque chose qu'on donne qui motive les mamans. Elle sait que, ok, je peux suivre, mais mon enfant ne va passer toute la journée sans manger. Et les gens qui viennent, ces programmes sont payants ou vous les offrez gratuitement? Comment vous faites, comment vous organisez par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est vraiment gratuit. On ne demande absolument rien, alors rien. Seulement la volonté de la personne d'apprendre. On ne demande rien, on les encourage à travailler en association, à cotiser des petits riens. Et nous, on viendra maintenant à la fin en appui à leur caisse solidaire. J'avais une autre question par rapport à... Rôle. Vous avez dit que ça fait à peine 2 ans que vous avez débuté. Et quels sont les différents appuis que vous avez déjà reçus jusqu'à présent? Et aussi parler de notre présence ici. C'est que quand on a commencé avec Old, on avait commencé avec nos propres moyens, si je peux le dire. Au niveau de l'Assemblée générale, les membres contribuent chaque mois $200 pour appuyer le programme. C'est que c'est ça notre devise, on s'était dit. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas être là pour accompagner ses filles, mais on peut se cotiser pour que nos programmes ne puissent pas vraiment tomber. Pour commencer quelque part, nous avons ça, les fonds des membres, les cotisations des membres de l'Assemblée générale. Nous avions aussi reçu des fonds des Act for Congo, qui est au niveau des États-Unis. Nous avions, au mois d'octobre de l'année passée, j'étais aux États-Unis, j'avais participé à une formation avec ILIP. Et là, on nous a donné l'opportunité de parler avec des philanthropes là-bas. Et il y a eu des fondations qui nous ont appuyés. Il y a aussi, par exemple, Mazé Foundation, il y a l'université de Miami-Dade.
Il y a des églises au niveau de Californie qui nous ont appuyés aussi. Et notamment, aujourd'hui, nous avons la Fondation Gettler qui vient en appui pour terminer. Qu'est-ce que la Fondation Gettler vous a donné? Oui, c'est ce qui il vient en appui pour terminer parce qu'on était en rupture pour clôturer avec la 3e promotion et pouvoir commencer avec la 4e. Déjà, on est en train de faire l'identification. C'est parce qu'on a eu des fonds de... Donc, les fonds que la Fondation Gettler vous a offert va permettre à ce que le programme puisse, ce cycle puisse être terminé et commencer un nouveau cycle pendant 3 mois. Et nous espérons qu'on aura encore pour terminer les 6 mois. Mais au moins, celles qui vont commencer au mois de mai auront quand même à faire 3 mois de formation. Donc, si la Fondation n'était pas venue en aide maintenant, vous n'auriez pas pu? En tout cas, on n'aurait même pas pu clôturer avec ceux de la 3e promotion. Et encore moins commencer avec la 4e. Qu'est-ce que la Fondation vous a apporté? La Fondation nous a donné des moyens pour pouvoir continuer. Bon, ce n'est pas bien de parler, sinon on risque de s'attirer les voyous de Goma pour dire ici il y a l'argent. Mais c'est quand même une aide consistante pour pouvoir, et on peut souligner, ça prend en compte les volets que nous avons. L'encadrement des enfants, l'espace pour les jeunes, le club culturel, c'est que nous faisons des sensibilisations avec ces jeunes qui sont des pères éducateurs et ça va appuyer cette activité-là, renforcer davantage, mais aussi la formation de nos filles. En tout cas, c'est... Tout à l'heure, quand on était à l'hôtel, vous m'avez parlé des pères éducateurs et c'est aussi des gens avec qui vous travaillez. Est-ce que vous pouvez un peu encore me redire ce que vous faites? Oui, c'est que nous avons maintenant un club qu'on appelle club, qui font partie de l'espace amis d'enfants. Et là, on retrouve les jeunes, les mamans de ces enfants, qui font maintenant la sensibilisation dans la communauté. Parce qu'on s'était dit, soigner les plaies, ça vaut mieux. Au lieu de soigner les plaies, il serait mieux de prévenir à ce qu'il y ait des plaies. Alors, on veut travailler beaucoup plus dans la prévention, notamment des grossesses non désirables, pour éviter les maladies. Le palu, parce qu'on a constaté que la plupart de nos enfants, pendant la formation, tombent malades parce que c'est le palu, il n'y a pas de moustiquaires, on n'utilise pas bien les moustiquaires. Alors nous travaillons beaucoup plus dans la sensibilisation, l'assainissement, et on forme ces pères éducateurs-là à transmettre les messages à travers la musique, les théâtres, les poèmes, et organiser des focus group dans la communauté, auprès des jeunes, auprès des enfants, auprès des parents, et même auprès des autorités politico-administratives. Donc c'est vraiment un grand travail dans la communauté que vous êtes en train de faire. Oui, oui. Au-delà du soutien aux jeunes filles, oui, vous allez aussi vous toucher la communauté, vous toucher les pères, parce que c'est aussi important de souligner que les violences sexuelles sont faites par les hommes. Oui. Donc si on touche les hommes, aussi, on les saisit. Les groupes là de pères éducateurs, nous avons maintenant des garçons, des jeunes garçons, qui sont venus des églises et qui nous accompagnent maintenant, les pères éducateurs, dans la sensibilisation, surtout pour parler aux hommes. Et ces jeunes-là utilisent la musique et le théâtre pour parler aux gens, pour réveiller la conscience des gens et montrer que si on n'appuie pas la jeunesse, si on n'arrive pas à prévenir le VIH, nous avons des cas de personnes qui vivent avec le VIH dans les groupes de filles. C'est à peu près combien Malheureusement, on avait identifié ça. Brusquement, il y avait une qui était malade, on l'a amenée à l'hôpital et on nous a dit ça. C'est à ce moment-là qu'avec un de nos membres, on est en train de voir comment, après avoir sensibilisé, les orienter pour le dépistage volontaire. Et là, on n'arrive pas parce qu'elles le font de manière dispersée. Nous n'avons pas un endroit fixe pour... mais quand même, elles ont cette information. Elles essaient de connaître leur état sérologique et voir comment se protéger et protéger les autres. Et alors, votre message à vos filles, aux autres filles humaines qui sont à la maison, aux parents,
qui ont des enfants qui sont filles mères aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le message, c'est qu'on ne peut pas construire notre pays si on n'arrive pas à éduquer la femme. Quand on regarde dans tout ça, c'est la fille ou c'est la femme qui est victime, celle qui est marginalisée, au moment où l'acte a été fait par deux personnes. Alors si on n'arrive pas à toucher nos consciences, nous en tant que mères surtout, à comprendre que c'est arrivé pour ma fille et que j'ai l'obligation de donner une deuxième chance à mon enfant. Que les autorités scolaires comprennent que chasser cette fille de l'école, c'est contribuer à la destruction, au sous-développement de notre pays, que de lui donner une deuxième chance. Stigmatiser cet enfant dans la communauté, nous avons beaucoup de cas de Maïbobo à Goma, des enfants de la rue. Si on écoute bien les histoires, ce sont des enfants qui n'ont pas eu une famille. Alors si on ne donne pas de famille à ces enfants, nous allons nous retrouver un jour face au banditisme qui va détruire nos communautés, nos familles. Et ça commence toujours par la famille. Un enfant bandit commence par détruire d'abord la famille avant d'aller détruire les autres. Et alors aux jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation? Aux jeunes filles qui se retrouvent, c'est seulement donner le message d'encouragement. Il y a beaucoup de centres, peut-être dans les pays, qui veulent aider ce genre de personnes, mais qui ne veulent pas se donner pour changer leur vie. Nous avons des cas de celles qui arrivent, elles veulent seulement l'argent. Ici, chez nous, avec les problèmes humanitaires, on a été habitué à la gratuité. C'est que la gratuité dans la vie, ça conduit toujours au désespoir, au malheur. C'est mieux de pouvoir travailler, se battre pour soi-même et pour cet enfant-là, qui mérite. Nous avons des expériences, des gens qui viennent ici pour témoigner et parler à ces filles de leur propre vie. Regardez aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est parce que mon fils que j'avais eu quand j'étais chez moi, c'est lui qui commence à m'entretenir, moi, en tant que... Alors, c'est toujours bien d'aider ces personnes. Alors là, on est ici dans votre centre Hold, TRC. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre? Quels sont les programmes que vous offrez aux jeunes filles? C'est divisé en combien de groupes et combien de membres encadreurs qui font partie de votre groupe? C'est que nous avons un staff de 12, y compris les gardiens. 12 personnes qui accompagnent pour chaque promotion les filles. Nous organisons la formation sur la coupe couture. Nous organisons la formation sur l'esthétique, les tresses, parce que ça remporte beaucoup ici chez nous. Nous organisons aussi des formations sur l'art culinaire. Et pour chaque promotion, on ne va pas au-delà des 100. En tout cas, c'est 80. Et par rapport à la première promotion, on avait commencé avec 150. Et on travaillait avec d'autres centres. Ce n'était pas seulement ici chez nous. On appuyait d'autres centres qui faisaient la même chose. Et c'était très bien parce qu'on était à mesure d'accompagner un grand nombre. Mais faute de fonds, on a réduit. Mais aussi, nous faisons l'accompagnement psychosocial, formation sur le leadership, la gestion organisationnelle, la gestion des groupes et associations, beaucoup d'histoires et notamment la sensibilisation dans la communauté sur les problèmes liés à la santé publique. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? L'appel qu'on peut lancer, c'est que c'est possible de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça apporte plus que travailler seul. C'est que nous disons merci à nos partenaires qui ont cru en nous. C'est que nous disons merci à nos partenaires qui ont cru en nous et nous promettons que nous allons nous dévouer pour être à la hauteur, de faire mieux. C'est toujours possible d'accompagner ces jeunes gens qui se sont investis pour changer leur vie. Et nous espérons que le Congo de demain ne sera pas comme le Congo d'aujourd'hui et que
un jour, amener une seule fille à se prendre en charge, c'est amener toute une communauté à aller de l'avant. Oui, c'est que nous misons beaucoup plus à promouvoir la femme, mais nous avons besoin d'aide des hommes. C'est la femme. Dans les temps, les femmes se sont battues au Congo, des associations féminines, mais on n'a pas réussi parce que nous nous sommes constitués en bloc au lieu d'amener nos partenaires hommes à participer au développement de notre pays. C'est possible et nous disons merci à la Fondation Guetler et à tous ceux qui ont concouru pour que Holt bénéficie de ces financements. Merci beaucoup. Je vous en prie.